Bien, bonjour. Donc, nous allons démarrer ce 5e cours à l'interface de la chimie des matériaux, de la biologie et de la médecine, mais en particulier biologie et chimie des matériaux. Donc, les deux derniers cours, là, les 5 et 6, vont être consacrés finalement à l'interface, je dirais, entre les virus, en fait, ce que l'on peut faire des virus en sciences de matériaux. Donc, il y aura un premier cours un peu général, je dirais, sur les virus, et je vous montrerai ce qui se fait dans le cadre de l'interface avec la science des matériaux, en particulier avec des petits virus sphériques, et puis également avec des bâtonnets, en fait, des virus en fait, qui infectent certaines plantes. Et donc la prochaine fois, on regardera, je dirais, ce que je considérais être quand même les avancées les plus importantes des dernières années, et on regardera plus le travail qui se fait à l'interface entre la science des matériaux et les bactériophages. Donc quand on dit virus, en fait, on pense à plusieurs choses, forcément, à virus informatique pour certains, mais bon, en général, si on se cantonne aux virus biologiques, on pense aux virus en fait, de maladies graves, hein, comme le sida, la grippe, la variole. Alors les virus en fait sont des cibles qui sont spécifiques aux animaux, aux végétaux et aux bactéries. Et dans la plupart forcément des applications ou des exemples que je vais vous montrer en sciences de matériaux, ce sont des virus en fait qui sont des cibles qui ont des cibles spécifiques, soit végétales, soit bactériennes. Alors, d'une part, les virus, comment ça se place d'une façon un peu générale au niveau de la taille? En fait, ce sont des systèmes qui sont beaucoup plus petits qu'une bactérie, à peu près 50 à 100 fois, et qui sont donc à peu près 500 à 1000 fois plus petits qu'une cellule. Cependant, en fait, c'est les dernières années, là vous regardez les dates, c'est 2004, 2014, 2013, il y a eu un certain nombre de découvertes qui se sont faites dans le domaine des virus, et justement on a découvert ce qu'on appelle des très très gros virus, hein, mamavirus, mimivirus, également vous voyez ces virus en forme d'amphore, et là déjà il y a une rupture par rapport à tout ce qui était connu sur les virus. D'une part, il y a la rupture de la taille, on est déjà à des échelles qui sont au-dessus du micron, et même lorsqu'on regarde en fait le matériel génétique, eh bien, on s'aperçoit que ces virus, on commence à avoir un matériel génétique qui n'est pas, je dirais, complet pour assurer une reproduction, mais dans lequel, en fait, il y a déjà une grande richesse des éléments. Vous voyez, un génome à 2,8 mégabases. Et donc, ça soulève un certain nombre de questions dans la littérature, et puis même des questions, je dirais, scientifique, de logique, parce qu'on considère que les virus ne sont pas dans le domaine vivant, puisqu'ils ne se reproduisent pas. Ils ont toujours besoin d'infecter finalement un hôte pour pouvoir se reproduire. Mais ces derniers travaux soulèvent finalement à nouveau la question, parce qu'en particulier les plus gros virus, au niveau du matériel génétique, ils n'ont pas la totalité, mais ils ont déjà un certain nombre d'éléments du matériel génétique qui devraient pouvoir permettre une reproduction. En plus, certains de ces virus sont infectés par des plus petits virus. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un mécanisme de reproduction qui se met en route. Et donc ça, ce sont des travaux assez récents qui remettent finalement en cause en fait, tout ce qu'on savait sur les virus, et en particulier leur positionnement dans l'arbre phylogénique. Alors, les virus, au niveau histoire, la première personne qui a utilisé en fait, le mot virus en scientifique, c'est Ambroise Paré. Mais comme virus vient du latin et ça veut dire donc venin, poison, il parlait de virus en fait quand il parlait d'infection de pus en fait suite à des opérations ou suite à des interventions chirurgicales. Ensuite, la personne qui a un petit peu plus cerné l'aspect virus, c'est Jérôme Efrascator, qui a fait lui l'hypothèse en fait qu'il devait y avoir des petits micro-organismes qui devaient être déterminants dans certaines des contagions. Et ensuite, au niveau de l'histoire, donc on peut regarder plutôt du côté du 19e et du 20e siècle. Donc, Adolf Meyer qui découvre la nature infectieuse du virus de la mosaïque du tabac. Ensuite, Dimitri Ivanovski qui montre justement que ce virus, en fait, ce n'est pas du tout une bactérie, ça passe à travers tous les filtres. Donc,
ça met sa découverte mettait également à jour finalement la nature particulière de ces tout petits micro-organismes. Et ensuite, vous voyez, au début du XXe siècle, on découvre en fait que les premiers virus humains, fièvre jaune, virus de la rage, poliovirus. Une des grandes, à mon avis, découvertes dans le domaine de la virologie, c'est les découvertes de Frédéric Twort et de Félix Derel qui ont découvert finalement les bactériophages. Et ça a amené énormément de conséquences positives, je dirais aussi bien au niveau de certains soins, mais aussi au niveau enfin j'en parlerai la prochaine fois plus en détail. En fait, c'est de nombreuses recherches sur les bactériophages qui ont permis de faire des grandes avancées spectaculaires dans le domaine de la biologie moléculaire. Ensuite, il faut les observer, et donc ça c'est la visualisation par les outils qui commencent à arriver, comme la microscopie électronique, vous voyez, dans les années 1930-1940. Donc on visualise ces objets-là. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, on commence à mettre au point les techniques cellulaires. Et c'est après la mise au point des premières techniques cellulaires que commence à monter en force l'avènement de la biologie moléculaire. On commence à voir, avec les descriptions d'André Le Wolf, les caractères fondamentaux des virus. Donc, d'une part, ils ne contiennent qu'un seul type de génome, donc d'acide nucléique. Les virus se reproduisent à partir de leur matériel génétique et par réplication, mais en fait, ce sont des parasites. Ils ont vraiment besoin d'un hôte en fait, pour pouvoir se reproduire. Alors, un virus, il y a 2 à 3 éléments importants qui constituent le virus. Je dirais, il y a d'une part, le génome, qui peut être un ADN ou un ARN simple ou double brun. Donc, j'ai symbolisé ici en rouge. Et puis, une protection protéique qu'on appelle la capside. C'est une structure protéine donc, qui entoure et protège le virus. Et certains virus ont en plus une enveloppe supplémentaire, une membrane extérieure d'origine cellulaire. Alors, je vous disais que le virus, en fait, nécessite un hôte, une cellule pour se répliquer. En général, il y a un phénomène d'endocytose, donc il y a pénétration du virus à l'intérieur, donc par exemple d'une bactérie ou d'une cellule. Certains virus ne pénètrent pas et injectent directement leur matériel génétique. Et ensuite, le virus utilise finalement toute la machinerie cellulaire, en particulier associée au réticulum endoplasmique, pour en fait, transcrire en fait, l'information génétique, également se servir en fait, des polymérases de la cellule, du système de ribosome, etc., pour justement se répliquer. Ensuite, réplication en grand nombre et explosion finalement de l'hôte pour former N petits virus. Alors, si on essaye de classer les virus, on en trouve en fait dans tout le règne. Ce sont des systèmes qui infectent les bactéries, les algues, les champignons, les plantes, les invertébrés, les vertébrés. Et on peut les classer. On retrouve plusieurs types de classifications, je dirais, soit en se basant sur le pouvoir pathogène, la taille et la structure, mais en tant que, je dirais, chimiste des matériaux, je préfère les classer en fonction de la structure. Et dans cette structure, en fait, il y a plusieurs éléments importants. Donc, il y a à nouveau la nature de l'acide nucléique. Il y a la conformation, en fait, de la structure protéique qui protège finalement le génome tubulaire et icosaédrique. Il y a la présence ou non d'une enveloppe. Et puis, il y a également les aspects de taille ou du nombre, je dirais, de protéines, en fait, qui entourent finalement et qui protègent le virus. Alors, des virus, vous voyez, on peut trouver des virus avec différents types de formes. Donc, on va essayer essentiellement s'arrêter sur la forme, des virus icosaédriques, des tubules en fait hélicoïdales, des virus enveloppés, typiquement le virus de l'herpès, ou bien des virus plus complexes, vous voyez. Ça, ce sont donc toutes des microscopies électroniques. Alors, quand on les remodélise, en fait, avec des jolis petits dessins, ça donne ce genre de choses. À nouveau, un virus icosaédrique, des structures hélicoïdales, ou bien des systèmes enveloppés, ou des systèmes, je dirais, un peu plus complexes, comme dans le cas de ces phages.
donc, en fait, ce qui est intéressant au niveau pour l'homme des matériaux, je dirais, c'est que déjà, il y a toute cette couverture protéique qui est constituée d'un grand nombre d'acides aminés, et donc toutes ces structures protéiques peuvent être modifiées, à la fois chimiquement, puisqu'on a un grand nombre de fonctions qui sont accessibles, et également génétiquement. Et donc ça va pouvoir présenter un bon nombre d'intérêts, je dirais, pour justement coupler finalement les virus avec toute la science de matériaux que l'on connaît, en particulier une science des matériaux, à la fois qui peut être basée sur des approches de chimie douce, mais également sur des approches, je dirais, beaucoup plus des méthodes physiques, comme je vais vous montrer dans la dernière partie de mon exposé. Donc des virus avec une capside ayant une symétrie hélicoïdale, typiquement, bon, vous voyez ce que ça donne. Hein, ce sont donc des virus où en fait vous avez de la protection protéique, à nouveau l'ADN ou l'ARN en fonction de la nature du virus. Hein, et donc vous avez des virus qui présentent également une grande anisotropie, et vous allez voir, en particulier dans la prochaine leçon, l'intérêt finalement d'avoir des virus fonctionnalisables qui présentent également, un facteur d'anisotropie assez conséquent. Ça, ce sont des photos de microscopie de virus à capside icosaédrique. Vous voyez, c'est très très régulier, c'est assez joli. Donc en fait, ce sont des systèmes qui sont formés d'icosaèdres. Hein, donc vous avez en particulier 20 faces triangulaires, et au chaque sommet ici, ça correspond à un axe de symétrie d'ordre 5, et vous allez voir tout à l'heure quelques exemples qui utilisent finalement les possibilités de fonctionnalisation de ces différentes faces triangulaires. Alors, les virus en sciences des matériaux, pourquoi c'est intéressant? D'une part, c'est un matériau qui est de culture relativement facile. On peut récupérer, je dirais, plusieurs grammes de virus par kilo de plantes, par exemple. Ce sont des systèmes qui sont relativement stables, donc c'est-à-dire qu'à des températures en dessous de 90 degrés, avec des pH qui peuvent être entre 2 et 10, vous voyez, ça ouvre quand même pas mal de possibilités en chimie, dans l'eau, mais également ça supporte, en fait la structure supporte des solvants organiques comme l'éthanol ou des solvants un petit peu plus toxiques comme le DMSO. En plus, ce sont des systèmes qui, au niveau de la structure, sont parfaitement calibrés, sont à l'échelle nanométrique, ont des formes isotropes ou anisotropes, donc on peut jouer sur la forme. Ce que je vous disais tout à l'heure, on a une richesse de fonctionnalisation, et puis ces fonctionnalités multiples, elles peuvent être en plus ajustables, vous allez voir dans quelques exemples, soit en jouant sur la chimie de la surface, soit par des modifications génétiques. Donc la plupart des travaux que l'on trouve à l'interface sciences des matériaux virus, eh bien, les virus sont utilisés comme gabarits, sont utilisés via leur fonction comme centre de nucléation contrôlée variée pour des minéraux métalliques ou d'autres. Donc ça permet de réaliser des matériaux nanostructurés, également des nanocomposites, puisqu'on peut faire des couplages à la fois organiques et minérales, des organisations que l'on peut faire en 2 dimensions, en 3 dimensions, et j'en parlerai surtout la prochaine fois, on peut également utiliser le caractère justement anisotrope de ces gabarits à base de virus pour faire des cristaux liquides et tirer avantage finalement de toutes les propriétés des cristaux liquides. Alors, dans le domaine de la science des matériaux, quand on regarde au niveau des publications, ce qui s'est passé, eh bien, on voit que les premières interactions, je dirais, notables entre la science des matériaux et les virus, c'est les années 60, hein, c'est 60-70, essentiellement des études qui portent en fait sur les interactions soit textiles, soit virus, ça c'est pour les raisons que vous pouvez bien supposer, soit virus biomatériaux, mais pas vraiment dans une optique, je dirais, science des matériaux, science des composites, vers les énergies, vers les capteurs. Enfin, vous voyez, il y avait un certain décalage. J'ai très peu de publications au total, il y a à peu près 1 millier de publications dans le domaine. Et on voit que c'est en gros 95-2000 que ça démarre vraiment, que ça commence à être pris en main. Cette recherche commence à être prise en main par justement des chimistes inorganiciens ou organiciens, mais qui ont un fort couplage avec la science des matériaux. Et vous voyez, ça n'arrête pas globalement, bon, même si c'est irrégulier, ça n'arrête pas de progresser. Hein. Et donc, mais c'est quand même encore un domaine, je dirais, qui est jeune, hein, et qui est en train de démarrer, et dans lequel, vous allez voir, il y a quand même énormément de choses à faire.
Donc ça vous représente un virus qui, lui, est très stable thermiquement, c'est un virus thermophile. Et donc ça, c'est une recomposition, en fait, une remodélisation associée à une analyse par cryomicroscopie. Hein. Donc on voit bien finalement l'interface, l'intérieur, les différentes couches qui forment le virus. Et toutes ces couches en particulier, à la fois il y a une stabilité, je dirais, structurale, mais également il y a une dynamique locale et également une possibilité d'interchanger les fonctionnalités. Alors si on se limite dans un premier temps au virus à capside icosahèdrique, à nouveau ce sont des reconstructions à partir des analyses de cryomicroscopie en 3D, eh bien vous voyez qu'il y a une très grande variété de virus et on peut faire varier en fait la taille de ces cages de 120 angstroms à 5000 angstroms. Typiquement, donc on peut explorer un domaine qui va, je dirais, du nanomatériau au matériau submicronique. En plus, avec la richesse de fonctionnalités protéiques et l'organisation dont je vais vous montrer quelques exemples. Donc ça, ce sont des virus à capside icosahèdrique. Donc là, ce que vous voyez coloré, ce sont les différents domaines protéiques. Hein, de différents virus, virus de la mosaïque du brome, des bactériophages, et donc vous voyez, ce sont des structures qui sont parfaitement organisées et avec une richesse, je dirais, de fonctionnalisation qui est assez conséquente. Alors, je vais vous montrer des exemples à l'interface avec la science des matériaux sur deux virus essentiellement, sur le virus de la marbrure chlorotique du dolichte, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le haricot à œil noir, vous voyez. Hein. Donc ce sont ces taches en fait qui correspondent en fait à je dirais au travail du virus sur la feuille de la plante. Ici, ce que vous voyez, c'est un cliché de microscopie électronique où vous voyez en fait justement les virus. Donc je vais vous montrer une série d'exemples en utilisant ce virus que je vais noter de façon, je dirais, abrégée par la formule CCMV. Et puis la seconde partie, je vais vous parler plutôt de ce qui se fait avec le virus de la mosaïque du tabac. Donc en fait, si on regarde ce virus à capside icosahèdrique, il y a essentiellement trois grands domaines protéiques qui sont colorés, vous voyez, avec trois couleurs. Donc, et on voit très bien sur cette figure les axes d'ordre 5, les axes d'ordre 5 que l'on voit ici. Ça ressemble, enfin, vous avez des axes d'ordre 5 par exemple sur un ballon de football. Et donc qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, sur ces systèmes, vous avez en fait 180 protéines et à l'intérieur, vous avez un site dans lequel il y a de l'ARN. Vous avez 3 ARN monobrins à l'intérieur de la capside. Et donc, ces ARN en fait, sont en interaction via leur groupement de phosphate négatif avec les groupements positifs des acides nucléiques. Donc, ce que l'on peut faire dans un premier temps, vous voyez, c'est éliminer finalement les ARN qui sont à l'intérieur de la cage. On enlève les acides nucléiques et donc ce qui veut dire que globalement on va avoir une demande en fait de l'intérieur de la cage pour des anions puisqu'en fait on va enlever les parties anioniques. Et donc on va pouvoir se servir finalement de cette microcapsule un petit peu comme une résine presque comme une résine échangeuse d'ions. Alors donc on peut faire rentrer des anions. Et une fois que l'anion va être pénétré en fait dans la capsule, eh bien, via des interactions électrocytiques, il va se retrouver piégé. Alors, ce qui est assez intéressant dans ces systèmes à base de CCMV, c'est que les portes en fait qui permettent d'accéder à la matière à l'intérieur du virus, leur taille est pH dépendante. C'est-à-dire qu'on va trouver deux états. Un état dans lequel le virus va être gonflé avec des portes ouvertes, avec des pH en général qui sont supérieurs à 6,5. La variation de volume, vous voyez, elle n'est pas négligeable, c'est de l'ordre de 10%. Et puis lorsque vous rechangez justement le pH, à ce moment-là, vous avez en fait une fermeture des portes. Et donc c'est cette ouverture-fermeture qui va permettre finalement de faire pénétrer des anions, de les bloquer à l'intérieur et éventuellement de les faire réagir. Alors, je vous ai dit anion, pH 6,5, donc
le chimiste de la chimie douce, je dirais tout de suite, ce qu'il a en tête comme anion, sont les polyanions. C'est-à-dire typiquement les polytungstates dont je vous ai parlé dans des cours les années antérieures. Donc ce sont des systèmes qui en milieu, je dirais, basique, donnent des petits anions, vous voyez. Et donc tant qu'on travaille à des pH au-dessus de 7, 8, eh bien, on va avoir des systèmes du côté du vanadium ou du côté du tungstène, des polyanions, qui vont rester à une petite taille, je dirais. Et à partir du moment où on va commencer à descendre le pH, eh bien, vous allez pouvoir condenser ces anions pour en faire des polyanions plus gros, des polyoxométallates, soit de vanadium, soit de tungstène plus gros. Et éventuellement, si vous descendez encore le pH, si vous allez au point de charge nulle, eh bien, vous allez obtenir les oxydes correspondants. Et donc ça, ce sont des bons modèles, je dirais. Alors donc, si on se place à des pH, je dirais, entre 7 et 9, eh bien, on est dans les conditions dans lesquelles le virus est gonflé et les portes sont ouvertes et donc les petits anions vont pouvoir pénétrer facilement. Si je redescends en fait au niveau du pH, je vais me retrouver dans la zone dans laquelle je vais commencer à condenser assez sérieusement ces premiers anions en plus gros polyoxométallates et éventuellement les cristalliser. Et ça, c'est ce qui a été fait, par exemple, vous voyez, ce que vous voyez sur ces photos, ça c'est la microscopie électronique de ces virus une fois qu'ils ont été, je dirais, modifiés par ces polyoxométallates. Ce que vous voyez ici, c'est un contraste assez marqué, puisque dans le cas présent, vanadium, tungstène, vous avez des atomes lourds, donc forcément vous avez un contraste électronique qui est beaucoup plus marqué. Et donc vous allez même jusqu'à cristalliser finalement, ces petits polyanions au sein finalement de la structure du virus. Alors on peut s'amuser, je dirais, un peu de façon infinie avec ce genre d'approche. On peut à nouveau, vous voyez, utiliser un précurseur de titane maintenant. Donc je vous rappelle que le TiO2, c'est un matériau qui est très utilisé dans les pigments, mais également en photocatalyse. Évidemment, il y a quand même des contraintes de pH qui sont imposées. Donc on ne va pas partir de précurseurs qui fonctionnent en pH acide. On va utiliser un précurseur qui est un lactate qui est stable, je dirais, dans des conditions de pH, je dirais, bien au-dessus de 7, et qui justement commence à condenser lorsqu'on change le pH. Donc à nouveau, eh bien, on se retrouve port ouvert, on charge en précurseur lactate, on descend le pH, et à ce moment-là, eh bien, on ferme les pores et on précipite du TiO2. Alors donc ça donne ça au niveau de la microscopie électronique. Vous voyez, en fait, on forme du TiO2b. Ça, ce sont des particules. Évidemment, c'est parfaitement calibré puisque c'est le virus qui calibre. Et ce sont des systèmes qui sont à base de TiO2. Alors, pour publier dans les journaux de matériaux, bon, il faut forcément des propriétés. Je vous avoue que je vous montre l'exemple, mais je ne trouve pas ça... Bon, alors, il y a des propriétés photocatalytiques, je dirais, un peu standards qui sont étudiées. Vous voyez, c'est la photocatalyse. On regarde comment se dégrade un colorant en fonction du temps lorsqu'on irradie le système. Alors, ça, ce sont les systèmes dans lesquels le TiO2 a été fait en présence de TMV. Donc, en fait, on a une photocatalyse qui est relativement, je dirais, efficace, qui n'est pas, je dirais, plus originale que tous les photocatalyseurs qu'on connaît. Mais je pense qu'il fallait une propriété physique intéressante pour pouvoir publier dans un journal de matériaux. Je dirais que c'est un petit peu la règle maintenant. De mon point de vue, ça ne présente pas d'intérêt parce que de toute façon, lorsqu'on commence à dégrader de l'organique, eh ben, on dégrade également le virus. Et vous voyez, bon, ça c'est à l'instant, avant traitement photocatalytique, et dès qu'on dégrade la protection du TiO2, eh ben, on agrège. Mais bon, donc ça veut dire que ces systèmes-là peuvent être travaillés de façon, je dirais, relativement souple et variable. Alors, ce que l'on peut faire dans un second temps, c'est des modifications génétiques, vous voyez. C'est-à-dire que, en fait, on peut, à l'intérieur de la cage, modifier, en fait, ce qu'on a, ce sont des groupements arginine et lysine, qui sont des groupements, vous voyez, positifs, et on peut, via une modification génétique, remplacer ces groupements par essentiellement des acides glutamiques, et on va basculer finalement la charge, je dirais, d'une charge globalement positive à une charge négative. Et donc, de ce fait-là, eh bien, on va pouvoir se servir, par exemple, des centres négatifs, des carboxynégatifs, à la fois
pour établir des interactions électrostatiques, mais également simplement pour complexer finalement des cations. Hein. Et donc ça va permettre de faire en fait d'autres types de matériaux, en particulier des oxydes de fer. Et donc ça, c'est ce qui a été fait. À nouveau, ce que l'on fait, c'est que l'on met en présence, vous voyez, à pH 7, en présence d'un précurseur de fer 2, le virus muté, en fait, hein, modifié. Donc il y a une pénétration facile et une adsorption, une complexation du fer 2. Il est dans les bonnes conditions de précipitation à pH 7. Hein. Et ensuite, eh bien, comme la manip se fait dans des conditions non protégées de l'air, eh bien, vous avez de l'oxygène et vous avez une transformation en fait, du composé précipité de fer 2 en fer 3. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici. On voit la microscopie électronique et on voit ici l'analyse finalement par Hills, en particulier du fer, de l'azote, de l'oxygène et du carbone. Hein. Et donc on obtient, dans le cas présent, de la lépidographite. Et lorsqu'on regarde finalement ce que le chimiste des matériaux connaît sur ces systèmes-là, ben, c'était à peu près... Ça pouvait être prévu, puisque globalement, partant d'un précurseur de fer 2 à pH 7, je précipite très rapidement l'hydroxyde ferreux, et puis si je le laisse un petit peu vieillir à l'air, dans des conditions de pH 7, oxydation douce, eh bien, je vais aller transformer mon système vers la lépidogrossite. Alors on peut également, à nouveau, refaire d'autres types de mutations, et en particulier, on peut faire des mutations de telle façon à exprimer en fait des fonctions thiol via des cystéines sur le virus. Et comme on peut faire muter de façon très spécifique ces virus et donc générer des points d'ancrage de type cystéine de façon très spécifique, et puis on peut s'amuser à faire des matériaux avec, je dirais, une décoration contrôlée. Alors ça, c'est ce qui a été fait sur ces virus, vous voyez, en utilisant différents types de mutants. À la fois, bon, à chaque fois, ces mutants permettent de révéler finalement des fonctions cystéines, donc des fonctions SH qui ont une très bonne affinité pour l'or. Eh bien, on va positionner ces fonctions cystéines, vous voyez, soit sur les axes d'ordre 5, soit dans les parties protéiques vertes avec un grand nombre de points d'ancrage. Donc, on peut vraiment faire du design, je dirais, sur mesure. Hein. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on va se servir en fait de ces centres-là pour venir y coller des petites particules d'or. Hein, donc ça, c'est les résultats avec le mutant BC, vous voyez. Ça, c'est la microscopie électronique. On a en gros une nanoparticule d'or de 5 nanomètres positionnée sur chaque axe d'ordre 5. Alors, lorsqu'on utilise un mutant avec des fonctionnalités disposées de façon différente et en plus grand nombre, bon, eh bien, à nouveau, vous voyez, bon, ça, c'est ce que observe la microscopie électronique. Et donc, le modèle, en fait, vous voyez qu'on redécrit finalement toute cette partie-là. Et puis, si on fonctionnalise de façon encore plus abondante, on augmente la densité finalement de centres cystéines. À ce moment-là, on va avoir un grand nombre de petites particules, mais qui ne vont pas être positionnées au hasard, qui vont se positionner exactement localisées sur les centres thiol. Alors évidemment, comme on en a beaucoup, pour que ça fonctionne, on diminue un petit peu la taille du nano-objet. En fait, on fait des sapins de Noël en changeant la taille des objets que l'on positionne sur le sapin de Noël, mais ça vous donne un peu une idée du niveau de contrôle. Alors maintenant, je vais vous parler, dans la seconde partie de cet exposé, justement de ce que l'on peut faire avec un autre type de virus, hein, le virus de la mosaïque du tabac. Donc ce sont des virus qui sont, vous voyez, ça correspond à ces taches noires que l'on voit sur les feuilles de tabac. Bon, ceux qui connaissent un petit peu la campagne du sud-ouest où il y a encore quelques cultures de tabac, vous voyez que dans certains cas, certaines feuilles présentent ces colorations un petit peu obscures et noires. Donc en fait, le virus, le TMV, hein, en fait, ce sont des bâtonnets de ce type. Et il y a un seul génome, un ARN monomérin qui est situé finalement à l'intérieur de cette capside hélicoïdale. Alors, au niveau donc, des données, je dirais, de structure, en fait, vous voyez, c'est un brin qui fait 300 nanomètres. C'est très, très bien calibré. Le diamètre extérieur, c'est 18 nanomètres. L'intérieur, c'est 4 nanomètres. Et donc, lorsqu'on compare ces données-là, on a un facteur d'anisotropie qui est déjà de l'ordre de 16. Donc, en fait, c'est un système qui aura tendance, finalement, lorsque vous allez augmenter sa fraction volumique, à s'orienter, non de façon aléatoire, mais pour former des cristaux liquides.
Et vous verrez la prochaine fois qu'il y a des virus qui ont des facteurs d'anisotropie encore plus conséquents, et là qui sont, je dirais, très facilement manipulables pour en faire des cristaux liquides. Alors, les propriétés chimiques ou physiques et les procédés physiques, on va regarder dans un premier temps ce que l'on peut faire en fait comme matériaux en utilisant également surtout des procédés chimiques ou génétiques, des modifications. Et donc là, on va jouer essentiellement sur l'électrostatique, à nouveau la complexation, jouer sur la fonctionnalité des protéines. On va forcément se servir de modifications génétiques. Et dans une seconde partie, eh bien, je vous montrerai en fait le couplage de ces approches-là avec des méthodes de dépôt plus physiques. Alors un des collègues finalement qui a été, je dirais, un peu précurseur dans ce domaine, dans les années, vous voyez, 99, hein, et même 96-97, il y a les premiers articles, c'est Stephen Mann, professeur à l'université de Bristol. Donc à l'époque, il était d'ailleurs à l'université de Bath, qui a utilisé finalement ces virus pour faire des répliques, pour faire des revêtements en fait, avec différents types de composés, soit des oxydes de fer. Vous voyez, en gros, on va repeindre finalement ce tube nanométrique avec différents types de matériaux. On va faire varier les compositions en utilisant soit des systèmes qui présentent une certaine conductivité, soit des systèmes qui sont totalement isolants, soit éventuellement, vous voyez, des systèmes à base de chalcogénure, de cadmium ou de plomb qui sont en fait connus pour leurs propriétés semi-conductrices. Et donc ça, il y a un grand nombre d'exemples dans les premiers articles de Stephen Mann, dans lesquels, vous voyez, ça se fait assez facilement par en fait trempage dans une solution de sel du TMV, et ensuite on rajoute un précurseur, dans le cas présent, qui puisse se transformer, faire précipiter finalement le sulfure correspondant. Et on obtient, vous voyez, par microscopie électronique, en fait, des objets nanométriques, des espèces de nanotubes dont toute la surface est recouverte de petits cristaux de sulfure de cadmium cristallisés. Donc ça peut se faire, ça peut se décliner, je dirais. C'est un autre exemple avec du plomb, donc on va obtenir un sulfure de plomb. Bon, donc là, il y a des aspects nucléation-croissance qui peuvent être un peu différents, donc ça veut dire que la taille des cristaux peut être différente, mais globalement, le principe de base est le même. On va aller précipiter finalement un chalcogénure de plomb ou de cadmium sur le virus pour obtenir une espèce de nanotube semi-conducteur. Donc le fer également, des oxydes de fer peuvent être précipités donc avec des mélanges fer 2, fer 3. En relisant ces articles, je me suis dit finalement, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Parce que vous voyez, pour les gens du laboratoire qui sont dans la salle, il a utilisé pH 9, fer 2, fer 3. Donc typiquement, ce qu'il allait chercher, c'est de la magnétite. Sauf qu'à mon avis, l'étudiant ou la personne qui a fait le travail ne devait pas travailler dans des conditions sans oxygène, et il est tout de suite en fait transformé son fer 2 en fer 3, et le résultat, c'est de former de la ferrihydrite mal cristallisée, qui, je vous le rappelle, je vous ai déjà raconté, que ça a traité à nouveau avec du fer 2, et bien ça peut permettre de donner de la magnétite. Et donc dans le cas de la silice, c'est un système dont je vous ai parlé très, très longuement et très souvent. En fait, ce sont des polymères qu'on obtient par chimie douce, par voie sol-gel, à partir de précurseurs moléculaires. Hein. Donc ce sont vraiment des réactions de polymérisation. Justement, comme on obtient des polymères, eh bien, ça permet de geler finalement structurellement, vous voyez, c'est ce genre de ces structures où on voit plusieurs virus collés les uns aux autres, parce qu'en général, en fait, les virus de la mosaïque du tabac peuvent s'assembler bout à bout en tête-queue via des interactions hydrophobes. Ça, c'est un phénomène qui existe en solution. Sauf que l'avantage, dans le cas présent, c'est d'avoir utilisé finalement une silice qui non seulement recouvre finalement le nouveau, je dirais, nanotube par polymérisation, mais le fait que ça polymérise très vite, ça permet finalement de donner une certaine stabilité, je dirais, à tous les points de collage. Alors, il y a eu un grand nombre de travaux qui, au début des années 2000, ont fleuri. Vous voyez, voici quelques publications. Hein. Donc, je ne vais pas vous discuter tous ces aspects. Je vais me centrer surtout sur les travaux qui ont été faits par Knetz, parce qu'il a essayé de jouer vraiment en fait, sur les aspects électrostatiques pour arriver à positionner en fait, des matériaux du type inorganique, des métaux en particulier, de façon contrôlée à l'intérieur ou à l'extérieur du virus.
Alors, voici en fait une microscopie du fameux virus de la mosaïque du tabac. Et donc, cette microscopie se fait en présence. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on absorbe un agent de contraste. Hein, c'est un agent de contraste à base d'acétate d'uranyle. Je dirais c'est standard pour les gens qui font de la microscopie. Et donc, comme c'est un atome lourd, ça permet de visualiser facilement en fait, où est-ce qu'on absorbe. Alors là, ce qu'on voit bien, vous voyez, ça c'est une tranche de virus. Donc, en fait, il y a la couronne protéique, il y a le cœur protéique, il y a l'intérieur dans lequel, normalement, il y a de l'ADN, et puis il y a ces surfaces-là. Et donc là, on voit que, finalement, les possibilités d'absorption, quand on a un agent de contraste de ce type, eh bien, on voit qu'il y a à l'intérieur, en fait, de l'acétate d'uranyle qui rentre, et également énormément, beaucoup sur l'extérieur. Hein. Et ça, c'est une coupe, et on voit à nouveau, en fait, le contraste. Hein. C'est noir lorsqu'on a les atomes lourds, hein, et autour, vous voyez le contraste. Donc ça veut dire qu'a priori, on peut, si on joue un tout petit peu sur la physico-chimie, réussir à fonctionnaliser la surface ou le cœur de façon bien contrôlée. Bon, par rapport à ce qu'avait fait Mann, je dirais que Mann a montré que tout ça c'était accessible, mais il n'y avait pas un degré, je dirais, de contrôle dans les travaux de Mann aussi important que ce que j'ai pu découvrir dans les travaux de Knetz. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau donc, des protéines, eh bien, je vais avoir sur la surface extérieure essentiellement des groupes de type arginine ou lysine. Là, je vous parle du virus sauvage. Hein. Donc, des groupes ammonium qui vont être plutôt positifs, je sais pas, APH 7,5. Hein. Et puis, la partie intérieure, ici en rouge, vous avez essentiellement des acides glutamiques et des acides aspartiques. Et donc, dans les conditions de pH, je dirais standard, je vais pouvoir plutôt avoir une surcharge négative associée au carboxylate. Et donc, si je joue maintenant avec le pH et la nature des réactifs, eh bien, je vais pouvoir balancer un petit peu ou jouer sur les sites de fixation. Soit je vais en mettre dehors, soit je vais en mettre dedans, soit je vais en mettre des deux côtés, etc. La paroi interne, je vais avoir donc acide aspartique, acide glutamique, groupes polaires qui vont être négatifs, paroi externe, groupe polaire plutôt positif, et tous ces équilibres-là, bon, puisque chaque système a un point, je dirais, un pKa, donc un point dans lequel on bascule la charge, où on protonne ou on déprotonne, hein, eh bien, en fonction du pH, eh bien, je vais être capable de rendre plus ou moins positif ou négatif, finalement, soit l'intérieur, soit l'extérieur du virus. Donc à pH relativement acide, eh bien, je vais avoir une charge positive partout. D'accord ? À pH plutôt basique, eh bien, là, je vais avoir une très belle séparation entre des charges plutôt positives sur l'extérieur et plutôt négatives à l'intérieur. Et puis, dans une zone intermédiaire, je vais avoir pas mal de charges positives sur l'extérieur et puis quelque chose de plus mitigé sur l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Eh bien, par exemple, si j'utilise des précurseurs anioniques, eh bien, là, je vais en mettre partout, dans ces conditions-là. Ici, je vais en mettre beaucoup à l'extérieur, et puis quand même un petit peu de cluster, je vais nucléer quand même quelques petites particules ici. Hein. Et là, eh bien, si je me place à des pH supérieurs à 7, eh bien, je vais surtout nucléer ce genre d'anion à l'extérieur, sur la partie externe du virus. Alors ça, c'est ce qu'on peut faire. Vous voyez, si on se place en milieu peu acide, en utilisant des anions typiquement à pH 5-6, eh bien, on va positionner finalement les précurseurs dans un premier temps. Et si j'ai un réducteur dans la solution, eh bien, je vais commencer à faire des nanoparticules. Et l'essentiel des nanoparticules va se trouver vers l'extérieur. Donc, je vais prendre des métaux nobles, or, palladium, platine. Hein. Vous voyez, on voit très bien. Bon, évidemment, les tailles des petits objets varient, puisqu'en fait, les cinétiques de nucléation vont être dépendantes en fait, de la nature du métal. Alors, ce que je peux faire, vous voyez, de façon un peu plus amusante, c'est me placer à un pH, un milieu peu acide au départ, et de faire le travail en deux étapes. C'est-à-dire, dans un premier temps, eh bien, je vais mettre des petits anions, et ensuite, dans un deuxième temps, je vais rajouter des cations qui vont être un peu les précurseurs en fait, du nickel et du cobalt métallique.
Et pour cela, pourquoi on fait cette démarche? Parce que finalement, si vous absorbez simplement les cations, vous n'allez jamais obtenir le métal correspondant. En fait, c'est ce qu'on appelle des réductions où on utilise finalement le premier centre comme un catalyseur. C'est ce qu'on appelle electroless deposition. Donc ce sont une réduction du second métal qui est catalysée en fait par justement les petits clusters qui se forment avec le métal noble. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, a priori, on va obtenir une grande pH 5,6, hein, je vous disais, une décoration positive marquée sur l'extérieur, quelques petits clusters à l'intérieur. Et donc, lorsqu'on fait la réduction du cation divalent, on obtient une couronne. Et c'est ce qu'on observe. Vous voyez, on obtient en fait à nouveau des nanotubes de virus de la mosaïque du tabac qui sont complètement, je dirais, piégés au sein d'un ensemble de nanoparticules, soit de nickel, soit de cobalt. Alors ce que je peux faire, troisième façon d'opérer, c'est que je vais me mettre justement à ce pH intermédiaire où j'ai en fait des charges positives, mais j'ai quelques clusters qui peuvent se former à l'intérieur. Une première étape où je positionne mes clusters de vanadium, je lave pour éliminer ce qui se passe sur l'extérieur, et je rajoute ensuite les cations, cette fois-ci à un pH de 7,8 pour lesquels justement les protéines qui sont à l'intérieur de la cavité me permettent en fait d'exalter une charge négative à l'intérieur. Et donc ça va me permettre de créer en fait vraiment de façon assez propre en fait des nanotubes, mais alors remplis cette fois-ci de structures métalliques. Et c'est ce qu'on voit ici dans le cas du nickel, vous voyez. Dans le cas du nickel, dans le cas du cobalt, en fait, on obtient une espèce de un nanophile à l'intérieur en fait de la structure du TMV. D'accord? Alors vous voyez, personne n'est parfait. Hein. Bon, ce lavage, il faut bien le faire parce qu'on voit quand même que si on regarde un petit peu en grossissement, eh bien on positionne quand même un tout petit peu de nanoparticules sur l'extérieur. Alors une autre façon de fonctionnaliser finalement ces virus, à partir maintenant pas de sels que l'on transforme, mais directement de nanoparticules préformées, c'est d'utiliser finalement d'autres propriétés de complexation. Alors les virus sauvages, si on ne les modifie pas, n'exaltent pas en fait les fonctions thiol, les fonctions cystéine. Elles ne sont pas accessibles sur le VMT sauvage. Donc si on veut faire des couplages thiol-or, qui sont classiques, eh bien, ce n'est pas de cette façon dont il faut opérer. Par contre, il y a d'autres interactions qui étaient moins connues, c'est des interactions finalement entre les ARN, en particulier entre ces cycles de base, en fait, il y a des interactions pi en fait, avec l'or, qui sont assez fortes, qui arrivent même, je dirais, en solution, à déplacer très facilement des carboxylates. Et donc, en fait, ce sont ces fonctions-là qui vont être utilisées justement pour venir coller des petites particules d'or sur un TMV. Alors, la partie, les bases forcément sont associées à la partie génome, donc aux acides nucléiques, et le seul endroit où les acides nucléiques dépassent, c'est aux deux bouts. Donc, les chimistes qui aiment bien s'amuser, bien, voilà ce qu'ils font. Donc, ils se disent, je prends le virus sauvage, donc il n'y a pas de thiol exalté, donc je suis tranquille, mes particules d'or ne vont pas venir se coller sur la partie bleue. Par contre, je sais qu'au debout, j'ai toujours un contact possible de particules de taille pas trop grande avec les acides nucléiques et je vais arriver à les coller. Et ça marche. Vous voyez, ça c'est une photo de microscopie électronique où globalement, dans l'analyse, en fait, il y a 50% de particules qui ont une seule particule et 50% qui ont deux particules, une à chaque bout. Vous voyez ? Donc c'est typiquement le genre de décoration que l'on peut s'amuser à faire. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est d'utiliser finalement les interactions, ce que je vous disais, thiol, avec l'or, et en particulier, il y a des travaux, vous voyez, assez récents, où on n'avait aucune information, finalement, sur les propriétés mécaniques du génome. Et donc, ce qu'ont fait ces équipes de recherche, c'est qu'ils ont utilisé non pas un virus de la mosaïque du tabac sauvage, mais un modifié génétiquement, de telle façon à ce que l'on puisse exprimer de façon beaucoup plus marquée des fonctions cystéines en fait sur les extrémités. Et donc là, avec finalement un microscope à force atomique, avec pointe en or, eh bien, il suffit donc de faire un collage
sur le brin d'ARN. Et donc, on peut faire de l'étirement-relaxation et mesurer finalement les propriétés mécaniques, vous voyez, de l'ARN, donc de la partie génome, à l'intérieur du virus. C'est ce que vous voyez ici sur ces courbes de force-extension. Et on remonte comme ça aux énergies d'interaction, je dirais, entre la protéine et l'ARN. Et vous voyez, c'est loin d'être négligeable. Ce sont des énergies de l'ordre de 17 kcal par mol. Évidemment, ces études peuvent être faites ensuite en fonction du pH, de la force ionique. Et donc, c'est une manière assez intéressante, basée sur de la physico-chimie, d'obtenir finalement, de mesurer en fait des grandeurs physiques. Alors, maintenant, donc, ce que je voudrais vous parler, en fait, c'est du couplage avec les méthodes physiques. Alors, il y a une méthode qui est très à la mode depuis un certain nombre d'années, ce qu'on appelle l'ALD, Atomic Layer Deposition, qui permet justement de déposer des couches monoatomiques de différents types de composés à condition d'avoir des précurseurs volatiles. Et donc, finalement, bon, c'est un procédé physique, bien entendu. Donc, on dépose, vous voyez, du TMV sur un substrat. Ensuite, bon, dans une chambre, on peut déposer, via un cycle purge fonctionnalisation, et on va déposer différents types de précurseurs. Bon, là, dans l'exemple présent, ce sont des précurseurs, vous voyez, c'est un alkoxyde de titane ou un composé d'aluminium. Et donc, en fait, ce sont des systèmes qui vont générer essentiellement du TiO2 et de l'alumine. Alors, donc, ça peut être fait de façon très, très contrôlée. Donc, on peut vraiment faire pratiquement des monocouches, des bicouches, etc. Donc ça, c'est justement un exemple de dépôt d'un oxyde de titane fait sur un virus de la mosaïque de tabac, et donc par justement ce genre de méthode physique. Ce que vous voyez ici, ce sont les clichés de microscopie électronique. Donc ça, c'est un petit peu le modèle. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on va positionner en fait du TiO2 que l'on va bien cristalliser à l'extérieur, puis le TMV, la partie biologique, puis du TiO2, puis le vide, si on veut, ou la partie acide nucléique, du TiO2, etc. Vous voyez, donc on peut aller de façon très très contrôlée, positionner en fait un matériau inorganique en utilisant les voies physiques. Ce que vous voyez ici, c'est un cliché de microscopie électronique où on voit bien finalement, ce qui contraste, vous avez une couche sur l'extérieur un peu noire, là, c'est ce que vous voyez, et puis à l'intérieur, vous voyez également qu'il y a une partie ici, là, les deux parties bleues, qui sont remplies de TiO2. Donc, combiner en fait les méthodes chimiques et les méthodes physiques. Pourquoi ça peut être intéressant? Eh bien, parce qu'on peut faire, par exemple, des matériaux pour le stockage de l'énergie. Ça, c'est un exemple dans lequel, vous voyez, on a ici le trait jaune représente le virus de la mosaïque du tabac. Donc, on a fait un premier dépôt de nickel sur l'extérieur par les méthodes chimiques que je vous ai présentées précédemment, et ensuite en fait on a fait un deuxième dépôt de TiO2, d'oxyde de titane par ALD. Et donc ça fait typiquement une anode, un nanocomposite dans lequel on va avoir un collecteur de courant ici, et puis un matériau actif qui va pouvoir insérer finalement par exemple un cation comme le lithium pour faire... et donc ce que vous avez ici, ce sont les capacités en fonction du nombre de cycles. Vous voyez, donc vous avez quand même un système qui n'est pas d'une stabilité folle, mais surtout vous avez en fait, au niveau du collecteur de courant et de la qualité de l'anode, vous avez des résultats qui sont bien meilleurs lorsque l'on compare les matériaux faits en présence de TMV à des références. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans le domaine, eh bien, on peut également, c'est toujours dans le domaine du stockage de l'énergie. Donc là, vous voyez, ce que l'on fait, c'est que l'on utilise des virus de la mosaïque du tabac modifiés génétiquement avec un codon cystéine. Donc ça va leur permettre de se positionner perpendiculairement à un substrat métallique. Alors, quand je dis perpendiculairement, ça fait un peu partie du rêve. En fait, globalement, ça fait une espèce de forêt de sapins mal plantés. C'est ce que vous voyez ici sur le cliché de microscopie électronique. Mais ça crée une texture tout à fait particulière. Alors, là, il y a une partie chimique dans laquelle, vous voyez, on va déposer sur ces virus du nickel métallique par les procédés
que je vous ai décrit précédemment, c'est-à-dire on joue sur le pH, on met un premier métal pour servir de catalyseur et ensuite on rajoute du nickel. D'accord? Et ensuite, on fait un dépôt de silicium, de l'élément silicium, simplement par électrolyse. Hein, on fait un électrodépôt. Donc on va obtenir des matériaux de ce type dans lesquels vous allez avoir une forêt finalement de sapins mal plantés mais avec une texture assez particulière, où vous allez avoir un collecteur de courant et vous allez avoir l'anode correspondant au silicium qui va participer à l'enrobage. Alors ça, ce sont des systèmes qui sont intéressants parce que lorsque vous regardez les propriétés de stockage d'énergie, le silicium, c'est un très bon candidat. Vous voyez, typiquement, vous avez la réaction théorique, je dirais, vous pouvez insérer jusqu'à 4,4 électrons par silicium pour obtenir ce genre de matériaux. Et au niveau théorique, vous avez une capacité de 4200 mAh par gramme. C'est énorme. Le carbone, qui est l'anode standard, c'est plutôt 372, vous voyez. Alors, la difficulté dans ces approches, c'est que cette réaction-là, il y a une expansion volumique qui est énorme. Donc si vous n'avez pas une texture particulière, c'est-à-dire une mousse ou une structure en sapin mal organisée de ce type-là, le matériau explose et ne tient pas finalement le cyclage. Hein? Donc il faut absolument coupler, vous voyez, de la chimie, un procédé physique, et puis un certain degré d'organisation pour que ça puisse marcher. Et donc là, les résultats sont pas mal, hein, je dirais. Vous voyez, on n'est pas à la capacité théorique, mais on a quand même des capacités au départ qui sont de l'ordre de 2300 mAh par gramme, c'est bien, c'est plusieurs fois, vous voyez, par rapport au graphite, et puis une capacité qui est retenue toujours supérieure au graphite après 172 cycles. Donc ça, ce sont des approches qui me paraissent assez intéressantes parce que justement, ça couple l'interface avec la biologie, du dépôt chimique, du dépôt physique, et justement la création d'une structure hiérarchique un peu particulière. Ça, c'est dans le domaine en fait du stockage de l'énergie. Eh bien, on peut faire également des matériaux assez intéressants dans le domaine, cette fois-ci, de la conversion de l'énergie. Hein. Donc ça, ce sont des photocathodes donc, qui vont transformer finalement, ce sont des systèmes pour la photoélectrolyse de l'eau. Hein. Alors comment on opère? Eh bien, à nouveau, il faut optimiser l'ultrastructure du dépôt. Alors ici, vous avez les nanotubes positionnés par les méthodes que je vous ai montrées précédemment, en fait, qui correspondent au virus. Sur ce collecteur de courant, eh bien, on va faire un dépôt de nickel à nouveau par les méthodes que je viens de discuter précédemment. Et la photocathode, en fait, c'est un oxyde de cuivre. Ça, c'est assez classique maintenant. Mais par un dépôt physique, typiquement de la pulvérisation cathodique, eh bien, on va pouvoir avoir un parfait contrôle de l'espacement entre ces plots-là, de la taille des plots, de la distance en fait, entre le collecteur et le semi-conducteur, et puis également l'épaisseur, ça va permettre de contrôler également la quantité de photons absorbés. Donc vous voyez, au niveau de la réalisation, ça donne ces espèces de petits champignons qui sont relativement bien organisés, à nouveau presque parallèles par rapport au substrat. Hein. Donc à nouveau, c'est une structure qui est hiérarchisée, et ce qui est intéressant dans ce système, indépendamment du parfait ajustement, vous voyez, des distances avec le collecteur, etc., c'est que, en fait, les espacements ici en moyenne, même si ce n'est pas parfait, eh bien, ça permet d'utiliser la lumière incidente pour se servir du système comme d'un concentrateur de lumière. C'est-à-dire d'optimiser également le nombre de photons que l'on peut récupérer. Vous voyez, par exemple, lorsque l'on fait varier finalement la distance entre plots et puis la taille du plot, eh bien, on passe de systèmes qui peuvent avoir un effet totalement miroir à un système totalement anti-réfléchissant. Donc, il va aller capter finalement le maximum de photons. Au niveau donc, des données de façon très reproductible, donc, ce sont des photocathodes qui sont stables et qui présentent des photocourants, vous voyez, de l'ordre de 3 mA par centimètre carré. À ces expositions-là, donc c'est quelque chose de tout à fait raisonnable. Mais à nouveau, ce que je veux souligner, ce qui me paraît intéressant, c'est en sciences des matériaux, on trouve de plus en plus la construction en couplant finalement du matériel biologique, de la chimie douce et ensuite des méthodes physiques pour pouvoir accéder en fait à des structures un peu plus complexes et des structures hiérarchiques. Donc ça, cet exemple, c'est un exemple d'une mémoire digitale pour la nanoélectronique. Hein. Et donc là, le principe, c'est d'utiliser à nouveau ces fameux virus longilignes, là, virus de la mosaïque du tabac. On le recouvre de petites particules
de platine, d'un métal très conducteur, dans un polymère, hein, et on coince finalement ce genre de nanotube hybride, je dirais, entre deux électrodes métalliques. Et on regarde maintenant la réponse, eh bien on obtient en fait des systèmes qui sont bistables, donc qui vont présenter deux niveaux de conductivité en fonction du potentiel appliqué. Donc un état de forte et un état de basse conductivité. Alors lorsqu'on part de 0, vous voyez, on a des systèmes qui sont très peu de conducteurs, et puis arrivé à 3,1 volts, le système commute, et on passe à un système fortement conducteur avec des écarts entre l'état non conducteur et l'état conducteur de l'ordre de 1000. Et ensuite, lorsqu'on veut effacer la mémoire, eh bien, on revient à des potentiels négatifs de l'ordre de 2,4 volts. Hein. Donc ça, ce sont des systèmes qui ont été, vous voyez, publiés il y a une dizaine d'années maintenant dans Nature Nanotechnology. Donc on a deux états, ces systèmes big stable qui peuvent être assez intéressants. Peut-être que ce sont les futures, je dirais, clés USB, mais bon, je dirais que c'est plutôt une image un petit peu marrante. Hein. Donc en fait, l'état de conduction on, en fait, les électrons conduisent essentiellement par effet tunnel via les nanoparticules. Voilà. Et en fait, l'état off, on a une conductivité qui est faible mais qui existe, en fait, associée essentiellement à des transferts de charge entre l'ARN qui est donneur vers les nanoparticules de platine qui sont les accepteurs. Et on a des états de conduction et de non-conduction avec, je vous dis, un écart sur les valeurs de conductivité de l'ordre de 1000. Donc c'est un écart qui paraît assez raisonnable. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer un petit peu dans le même esprit, donc de modification chimique de matériaux à base de virus de la mosaïque de tabac, eh bien, on peut faire utiliser en fait des centres catalytiques et utiliser ces virus comme support. Alors il y a des centres catalytiques, vous voyez, de ce type, ça c'est un polyoxométallate, c'est-à-dire c'est un polyoxométallate, vous voyez, c'est en gros des gros atomes de tungstène. Hein. Et en fait, si vous utilisez des polyoxométallates lacunaires, eh bien, on peut coupler ces polyoxométallates avec différents types de fonctionnalités. Ça, je vous ai fait un cours il y a quelques années là-dessus. Et dans le cas présent, ce que l'on peut coupler, vous voyez, c'est un centre avec 4 atomes de ruthénium. Et ça va être un centre catalytique porté par un espèce de gros polyanion. Et ça va être intéressant pour la transformation, vous voyez, la catalyse de l'eau oxygénée en eau et en oxygène. Hein. Et donc le centre catalyseur, c'est ceci. Hein, donc, vous voyez, finalement, c'est un centre catalyseur où la partie qui va vraiment être intéressante pour la catalyse est au centre. Et c'est porté par un nano-objet plus gros avec une charge fortement négative. Alors, je vais pouvoir faire du support, en fait. Et typiquement, ce qui va être fait dans ce travail, c'est on va essayer de mimer en fait, le travail que fait une enzyme, en fait, une catalase qui est utilisée pour la détoxification de l'eau oxygénée dans les cellules. Alors comment fait-on ? Eh bien, le virus de la mosaïque du tabac, vous voyez, qui est une surface protéique chargée en aspartate glutamate, eh bien, globalement, quand vous mesurez le potentiel de charge nulle, le potentiel zeta, pardon, dans des conditions de pH standard, eh bien, vous avez un virus qui est plutôt négatif. Donc, cette adsorption-là, négatif-négatif, ça marchera difficilement. Bon, donc ça, le chimiste, il sait très facilement rajouter une couche, soit d'un polymère cationique, soit simplement d'une porphyrine cationique. Donc, on va venir compenser la charge. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir décorer finalement ce support de virus par justement ces centres qui, a priori, doivent avoir des propriétés catalytiques. Ça, c'est un cliché de microscopie électronique et on voit d'ailleurs les contrastes. En fait, on voit quelques particules en fait, qui correspondent finalement aux atomes lourds, c'est-à-dire plutôt à la partie polyoxométallate. Donc ensuite, dans une seconde étape, eh bien, on couple finalement l'ensemble hein, et on étudie finalement les propriétés de la réaction catalytique. Alors d'une part, on obtient des catalyseurs hétérogènes qui sont plus stables que les homogènes, avec des propriétés catalytiques, des turnover numbers, vous voyez, qui sont pas trop mauvais, de l'ordre de 1700 à 1300, et des vitesses en fait, de conversion de l'ordre de 10,2 microboles par seconde. Hein. Donc ça, c'est ce que font les chimistes à l'heure actuelle, donc c'est un travail assez récent, hein, 2015. Et puis on peut essayer de se dire, bon, ben, faut pas non plus être totalement toujours inobulé par le couplage entre la chimie minérale et la chimie organique et la biologie. Et donc on peut coupler finalement également ces virus avec le monde du polymère.
Et pour cela, ce que l'on peut faire, vous voyez, c'est qu'on va utiliser, ça va être un couplage chimique, mais vraiment standard. Le virus de la mosaïque de tabac présente en fait des résidus de tyrosine, voyez. Donc, le chimiste organicien, quand il voit ça, il sait tout de suite faire un couplage diazoïque. D'accord? Couplage diazoïque qui va me libérer une fonction carbonyle en bout. Et puis, la fonction carbonyle, le réflexe du chimiste, c'est de dire si je mets une amine là-dessus, je vais faire un couplage carbone-azote. C'est ce qui se fait pour en fait fonctionnaliser le système avec un maillon de polymère polyéthylène glycol pour créer, vous voyez, un polymère, voyez, avec un virus au centre, une charge en fait anisotrope qui éventuellement va être transférable forcément dans des solvants hydrophiles, mais surtout dans des solvants hydrophobes. Et là, donc, on va pouvoir marier en fait ces charges organiques en fait dans tout type de polymère. Par exemple, un polymère standard, le styrène, le plastique. Donc, on va faire un couplage avec du styrène et polymériser ensuite le styrène pour obtenir des matériaux qui vont être fortement homogènes. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on obtient. Vous voyez, c'est un matériau, il est jaune transparent par moulage à chaud directement. Et donc, c'est un système qui peut être renforcé via ce genre d'approche. Vous voyez, c'est un travail qui est relativement récent. Et on peut, si on continue dans le domaine des polymères, eh bien, on peut aller vers des polymères un petit peu moins standards que le plastique et se dire, peut-on recouvrir ces nanotubes avec des polymères, je dirais, un petit peu plus sophistiqués, des polymères conducteurs, par exemple. Donc là, ça marche assez bien, vous voyez. Donc on rajoute de l'aniline, donc une molécule organique, un aromatique porteur d'une fonction NH2. Donc ces précurseurs-là, lorsque vous rajoutez finalement un oxydant, en fait, vous avez un mécanisme de polymérisation oxydative, vous avez un changement de couleur parce que finalement, vous accrochez vos anilines bout à bout pour faire des polymères conducteurs. Et donc ça se fait très bien en contrôlant le pH pour former justement ces fils d'aniline autour du TMV, avec une forme anisotrope. Et également, on vient recouvrir le matériau final avec un polymère, je dirais, plutôt hydrophile. Et donc, à quoi ça peut servir? Eh bien, vous voyez, on a des objets anisotropes que l'on peut, finalement, qui sont conducteurs hydrophiles. On peut aligner des fibres simplement en les mettant dans un capillaire en utilisant un jet d'air, un peu comme si vous aviez des cheveux, vous voyez, que vous pouvez aligner. Et ensuite, eh bien, ce sont des systèmes qui sont étudiés pour la répartition tissulaire neuronale, parce que lorsque vous faites croître finalement des cellules neuronales sur ces systèmes-là, eh bien, vous avez des systèmes qui sont fortement alignés. D'une part, vous avez des neurites en plus grand nombre, plus longues et alignées. Et donc ça, c'est intéressant, c'est ce qui se voit ici. Donc en jouant sur la conduction, la topologie, l'hydrophilie, eh bien, si on fait une statistique, on a 87% des neurites qui sont alignés avec des angles, par rapport à un axe global directeur, de 0 plus ou moins 20 degrés. Et donc, en fait, ce sont des systèmes qui sont actuellement en cours d'étude. Donc, virus et sciences des matériaux, je dirais que c'est un domaine débutant. Aujourd'hui, je vous ai montré un grand nombre d'exemples sur les virus icosaédriques sphériques, avec lesquels on peut vraiment jouer à l'intérieur et à l'extérieur, en me centrant finalement sur un des virus qui a été les plus étudiés. On peut également faire des choses équivalentes avec des virus qui ont des formes beaucoup plus allongées, comme le VMT. Et à nouveau, on peut utiliser tout l'arsenal de la modification chimique ou de la modification génétique. Et puis, la prochaine fois, je vous parlerai de bactériophages, des systèmes en particulier à base de M13, qui sont d'une grande richesse de modification protéique qu'on peut aller vraiment modifier de façon encore plus sélective, avec, vous voyez, une grande richesse de fonctionnalités, des systèmes qui ont des facteurs d'anisotropie beaucoup plus élevés, donc qui peuvent être mis en forme via des voies cristalles liquides encore plus originales. Et puis ce qui m'a fait un petit peu, je dirais, faire un cours un petit peu particulier à côté, je dirais, sur les bactériophages, c'est qu'en relisant un petit peu la bibliographie, vous voyez, ça c'est une école à l'abbaye de Royaumont, c'est en 52, il y a un certain nombre d'entre vous qui n'étaient pas encore nés à l'époque. En fait, ce sont des colloques, vous voyez, qui avaient lieu et qui tournaient autour
justement de l'étude des bactériophages. Hein. Donc ça, c'était à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc les gens avaient le temps de se voir et de causer. Et je vous montrerai la prochaine fois, je vous parlerai un petit peu justement des bactériophages parce qu'ils ont été très très importants. Les études sur les bactériophages ont été très importantes dans justement l'avènement de la biologie moléculaire, ce qu'on appelle la biologie moléculaire aujourd'hui. Et quand vous voyez cette petite assemblée, je rentrerai dans les détails la prochaine fois, eh bien, vous voyez, c'est 1952. Hein, vous avez des gens qui apprenaient à se connaître. Dans les années d'après, il y a 7 prix Nobel. Donc, le domaine des bactériophages, je pense que c'est un domaine qui est un bon catalyseur pour faire des grandes découvertes. Il y en a eu en biologie moléculaire. Je pense que dans le domaine des matériaux, ça commence à peine. Et donc, peut-être que c'est une opportunité à saisir au vol. Voilà, je vous rappelle qu'il y aura un colloque la semaine prochaine, donc jeudi prochain, sur l'interface chimie des matériaux, biologie, médecine, avec un certain nombre d'intervenants. Vous voyez, vous avez la plupart, sur le site internet du collège, vous avez les différents détails, mais ça va être un colloque où j'ai vraiment, au lieu de me centrer sur un sujet particulier, là, vraiment, on va assister à un colloque très, très mélangé au niveau des présentations, avec des gens qui sont beaucoup plus près de la chimie organique, de la pharmacie, d'autres plus près de la physico-chimie, Denis Spitzer qui va vous montrer l'intérêt finalement des explosifs pour créer des matériaux pour la médecine. Vous voyez, vous allez avoir une panoplie, je dirais, assez variée, assez riche de collègues en fait, qui interviendront. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.